Eh bien voilà, le direct est lancé, je crois. Oui, ça y est, c'est bon. Bonjour à tous. Nous sommes le 29 mai, il est 12h30 et vous êtes en direct avec Marie. Et aujourd'hui, eh bien, je suis dans le Vaucluse, rentrée de Palerme, et où il fait un peu frisquette, hein. Il y avait de l'orage hier quand je suis arrivée. Apparemment, il y en a encore qui revient cet après-midi. La pluie me suit, c'est terrible depuis 15 jours là. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Dominique Guyot. Bonjour Dominique. Bonjour Marie et bonjour à tous. Moi je suis en Provence, il fait un soleil, je vous dis que ça, extraordinaire. Génial. Bah, le soleil, de toute façon, moi, il est dans mon cœur, tout le Je temps. partage, je partage. Et c'est bien Alors, pratique quand il pleut, hein, d'avoir son soleil ouais, dedans. ouais. Puis c'est bien qu'il pleuve, hein, Euh, parce que la terre, elle a besoin d'eau aussi, hein, Bah donc oui. je ne m'en plains pas. Alors, voilà, alors je te suis sur Facebook un petit peu parce que je t'avais reçu en lien avec ton bouquin et toute ton approche autour de l'alimentation crue et de l'approche sensorielle. Et puis, dernièrement, là, tu as lancé un article sur le jeûne que j'ai trouvé extrêmement intéressant, où tu fais des révélations sur le jeûne. Et donc, voilà, j'avais envie vraiment que tu puisses partager ton approche que je trouve extrêmement intéressante. Alors, par quoi on commence? Est-ce que tu nous fais un petit rappel de ton parcours vite fait pour arriver aux jeunes Mon parcours vite fait, c'est un peu compliqué ça à faire ça, pour arriver aux jeunes. Euh, Bah, en fait, ton parcours vite fait, c'est que tu es maintenant crudivore depuis un certain nombre d'années, puisque en fait, tu t'es guéri d'une maladie. alors, ok, je vois où tu veux en venir. Effectivement, je mange cru et sensoriel depuis une trentaine d'années. Et je ne me suis pas guéri d'une sclérose en plaques, parce qu'on ne guérit pas de cette pathologie. Dans le profil normal de cette pathologie, il y a des rémissions spontanées. C'est-à-dire qu'à un moment, on a la sclérose en plaques depuis 10 ans, 20 ans, puis à un moment, ça s'arrête. Donc, moi, le fait que ce soit arrêté, c'est absolument pas un exemple de quoi que ce soit. Hein, donc, je suis pas guéri. Et c'est pour ça que j'ai inventé le terme de, non pas de rémission spontanée, mais celui de rémission active parce que j'ai eu au cours de tout ce temps-là, 2 à 3 fois l'occasion de remanger cuit normalement, et à chaque fois, ça s'est soldé en quelques semaines par un retour des symptômes de la sclérose en plaques. J'ai été amené à faire ça à chaque fois que j'ai eu un livre à publier dans lequel je savais que je pouvais embarquer des gens dans une histoire et je voulais vraiment être sûr. Donc, avant de publier mon premier bouquin, quand je suis seul avec la mer, effectivement, j'ai remangé cuit, je me suis retrouvé à l'hosto en 3 semaines. Ensuite, j'ai écrit un autre bouquin qui s'appelait Le régime du plaisir. J'ai fait pareil. Et puis après, j'ai abandonné parce que j'en avais marre. Voilà. Donc, je fais plus ce genre de choses, de pousser mon organisme à bout. Ce qu'il faut bien comprendre dans la sclérose en plaques, c'est que c'est une maladie multifactorielle. Il y a le facteur génétique, je suis touché, et tous ceux qui ont la CEP l'ont. Il y a le facteur environnemental, mode de vie, du stress. Ça, j'ai tenté. Quand je suis parti en bateau, avant, je dirigeais des voileries, j'étais vraiment à fond dans les affaires, et le stress, il y était. Mais quand je suis parti en bateau, le stress a disparu, mais j'ai continué à faire des crises. Mm. Je mangeais pourtant bio, hein, bien mieux que quand je dirigeais la voilerie, mais ça a continué. Et c'est au moment où j'ai commencé à manger cru que là, les choses ont changé, avec une particularité, vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que j'étais dans un contexte particulier. Je naviguais sur mon bateau, je naviguais en solo, donc je naviguais tout le temps. Donc quand j'étais sur le pont à la barre, ben, je pouvais pas manger, et toutes les 2 heures, j'arrêtais mon bateau, je mettais la barre automatique, et puis j'allais manger quelque chose, mais j'avais pas le temps de faire des repas. Donc mes premières armes de cru, je les ai faites imposées en mono-aliment. Et sans le savoir à l'époque, j'ai mis à jour le mode alimentaire du cueilleur originel.
c'est-à-dire l'organisme qui mange un seul aliment par prise alimentaire et qui mange 5 ou 6 fois par jour. J'ai remonté la pente à une vitesse extraordinaire. En 3 jours, j'ai commencé à oublier les cachets que je prenais pour les maux de tête. Au bout de 4 jours, 5 jours, j'ai plus eu besoin de prendre une canne pour aller marcher à terre. Sur le bateau, c'est pas un problème parce que j'avais des points d'attache partout, on peut s'accrocher partout. Et puis, j'ai vu ma vue revenir de jour en jour pendant cette fameuse semaine où par hasard, où j'ai adopté le régime alimentaire, le comportement alimentaire du cueilleur. Et ça a été stupéfiant. En une semaine, je le raconte dans mon bouquin, je le raconte chaque fois que je peux, ça a été pour moi stupéfiant. Et ce que je trouve extraordinaire a posteriori, c'est que j'ai mis plusieurs années avant de comprendre. Parce que quand je suis revenu de cette expérience crudivore avec uniquement le livre de Burgère à l'époque, Manger vrai, moi j'ai fait ce que j'ai pu dans mon mode de vie, qui était tout à fait en dehors du monde. Je voulais être en orbite du monde. Je n'avais pas d'amis, je fréquentais les côtes les plus sauvages, j'avais pas de resto, pas d'anniversaire, pas d'apéritif, rien de tout ça. Donc j'ai pu manger cru en totalité et dans une détente totale, sans avoir d'attirance, de frustration, etc. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai vu le résultat qu'il y avait, je me suis dit non, maintenant il faut que tu essayes de faire mieux, comme dit Burgère. Et donc j'ai essayé de manger comme lui l'expliquait. Et j'ai constaté que c'était moins bien, c'était évident. Et j'ai cogité pendant des années avant de comprendre l'histoire du comportement alimentaire de notre lignée, qui commence par celle du cueilleur, depuis 7 millions d'années qu'on s'est séparé des chimpanzés, jusqu'à peu près 2,5 millions d'années où on a eu l'intelligence conceptuelle qui nous a permis de fabriquer l'outil et donc d'avoir des moyens de collecter, c'est-à-dire d'intervenir sur la disponibilité naturelle des aliments. Avant, on ne pouvait pas. Le cueilleur, il était obligé de vivre dans son cercle originel, c'est-à-dire à l'intersection de 3 environnements, un environnement de forêt, de savane et aquatique, en profitant des ressources alimentaires de ces 3 milieux-là. Mais il ne pouvait pas en sortir. Ce n'est qu'à partir du moment où ce comportement alimentaire lui a donné l'intelligence conceptuelle, elle vient de là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a pu, avec l'outil, commencer à collecter et sortir de sa zone, de son biotope naturel. Et là a commencé la grande histoire de l'humanité avec les premières grandes migrations jusqu'à arriver à la cuisson, le feu et l'alimentation industrielle. Alors, je t'interromps parce que du coup, toi, tu as mené un doctorat qui a fini par un livre accessible au grand public. Donc, toute ton approche est extrêmement intéressante. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, donc je reviens à un autre sujet. Marie, c'est pas un doctorat, Marie. Non, c'est un quoi? Non, c'est le diplôme PHE, c'est l'équivalent d'un master 2 et c'est le mémoire que j'ai fait. Oui, d'accord. Mémoire de PHE, voilà. D'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu as mené des recherches à l'université et que ça a abouti à un bouquin. Voilà, super. Oui. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes les personnes vers cette transition alimentaire vers le cru. Tu donnes des cours dans des écoles de naturopathie. Enfin, en deuxième partie de l'émission, tu nous expliqueras tout ça, tes actualités du moment, enfin, etc. Je rappelle aux auditeurs que si au long de l'émission, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire par le chat. Et pour ceux pour qui le chat ne fonctionne pas, je rappelle que pour utiliser le chat, il faut avoir un compte Google. C'est mieux en général. Voilà. Donc, pour en revenir au sujet du jour, sujet du jeûne, donc tu t'es intéressé à cette question, donc tu continues à chercher, puisqu'apparemment tu es un éternel chercheur, et tu as fait des découvertes hyper intéressantes. Alors, oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que de par mes activités et mes recherches scientifiques, j'acquiers des connaissances. Et ces connaissances, je les ai dans un coin de ma tête. Et puis, à côté de ça, j'ai une somme de connaissances personnelles, intimes, et puis de connaissances de l'ensemble des personnes qui avancent dans ce monde crudivore. Et à certains moments, il se passe une étincelle. Je vois quelque chose, je vois une jonction. Et ça s'est produit
pour les autres articles que j'ai appelés révélations, notamment sur la révélation sur la viande, qui a été aussi important. Et puis, il y a eu ensuite cette histoire concernant la révélation sur le jeûne. Alors, il est bien évident que ce que je dis là maintenant n'est pas prouvé par la science, hein, puisque la science, elle n'est pas encore au courant. Hein, elle a même pas encore étudié les conséquences du sensoriel, mais je peux pas laisser ça sous silence. Et quand j'ai compris qu'il y avait quelque chose entre cette histoire de télomère et de vieillissement des cellules, confronté à la puissance du système sensoriel, qui ne fonctionne que dans des conditions très particulières, sur lesquelles je reviendrai certainement, j'ai voulu approfondir la question. Donc, j'ai été creuser la question des télomères. J'ai découvert que, on savait beaucoup de choses là-dessus, que les chromosomes, quand ils se répliquent, ils ont une perte de bagage génétique à l'extrémité, à leur extrémité, à chaque division. Et c'est la raison pour laquelle il y a ces espèces de capuchons qui s'appellent les télomères, qui empêchent que l'extrémité des chromosomes soit détruite à chaque duplication. Il faut savoir aussi que ces duplications sont limitées dans le temps. Il y a une limite qui a été découverte, c'est la limite de Hayflick, qui montre que une cellule peut se répliquer à peu près 48 fois, enfin je sais plus très bien, et puis qu'après, après c'est fichu. D'où l'intérêt de maintenir l'intégrité de ces télomères. Et ces télomères, leur intégrité, elle dépend vraiment de la capacité de l'organisme à maintenir tous ces équilibres. On parle de l'homéostasie, mais au sens large du terme, c'est-à-dire que l'organisme a des moyens colossaux, dont je parle à la fois dans le mémoire et à la fois dans le livre, des moyens extraordinaires, que ce soit sur le plan olfactif, gustatif ou digestif. Ils sont reconnus, attestés par les scientifiques, hein, donc on les montre, mais le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. On ne sait pas à quoi ça sert parce que on n'est pas dans la partie. Parce que c'est un petit peu, imaginez, je prends souvent l'exemple du logiciel Word, qui est un logiciel que j'ai vu naître, qui était un truc simple au départ, qui est devenu une usine extraordinairement complexe, qui peut répondre aux besoins d'une multitude de professions et de personnes. Mais ce logiciel Word, il le donne toute sa mesure qu'à la condition qu'on lui donne à manger des fichiers de la forme étoile.doc, docx maintenant. Si on lui donne des fichiers étoile.net, étoile.n'importe quoi, il va rien faire, Word. Alors, on est devant un outil que l'on reconnaît, notre système sensoriel, que l'on reconnaît comme extraordinaire, mais on comprend pas pourquoi il donne pas toute sa mesure. Et la réponse, elle est simple, elle vient de l'approche sensorielle. C'est-à-dire que cet outil extraordinaire, il donne toute sa mesure qu'à la seule condition qu'on lui présente des aliments qui soient de la forme étoile.cru. Si on lui donne étoile.casserole, étoile.transformé, eh bien, il s'y retrouve à peine. Il est complètement perdu, il est trompé tout le temps. Donc, ça, c'est déjà un point qui est vraiment important. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est extraordinaire, c'est que si on compare, par exemple, toujours dans le système sensoriel, bon, j'en parle dans l'article, donc je vais le résumer un petit peu, le fonctionnement du système alimentaire dans son contexte originel, il se base sur deux choses. Sur l'existence d'un système des besoins internes. Notre cerveau est équipé d'un système des besoins internes, c'est-à-dire que il y a des informations qui arrivent en permanence dans notre cerveau pour lui signaler que à tel endroit de mon organisme, pour telle ou telle fonction, il faudrait que je trouve telle ou telle molécule quelque part. Donc ça, c'est le système des besoins internes. Et en face de ça, on a le système sensoriel périphérique, qui comprend l'olfaction, la gustation, qui permet d'appréhender ce qu'il y a dans la périphérie, dans lequel je vais pouvoir aller puiser pour donner une réponse à la demande de mon cerveau. Okay? Donc, ce système sensoriel périphérique commence par l'olfaction. L'olfaction, c'est un épithélium olfactif dans le nez qui est bardé de récepteurs, qui capte des odeurs et qui va les regrouper dans des
catégorie de famille dans le bulbe olfactif, et c'est entre les deux que les besoins du cerveau qui arrivent au bulbe olfactif et la reconnaissance de l'existence des molécules par le bulbe olfactif. Mais ça, j'y reviendrai après. Ce qui me semble vraiment important de souligner, c'est que si on compare le système sensoriel auditif qui nous permet d'appréhender les bruits qu'il y a autour de nous, ça veut dire le vent, ça veut dire un animal dangereux, ça veut dire de l'eau, une rivière, donc de l'eau pour boire, ça veut dire toutes ces informations. On a pour ça un type de récepteur, hein, c'est la cellule F. Et avec cette seule cellule, cette seule qualité de neurorécepteur, on est capable d'appréhender à peu près 44 000 sons différents. C'est-à-dire le bruit d'une vague qui est en train de lécher une plage, le bruit du vent dans les roseaux, une symphonie de Mozart, tout ça avec un seul récepteur, la cellule F. Maintenant, si on passe à la vision, qui est aussi importante pour appréhender son environnement, la vision, on a deux types de récepteurs. Il y a les cônes et les bâtonnets. Les cônes qui s'occupent de la couleur et les bâtonnets du noir et blanc pour la nuit. Et avec ces deux types de récepteurs, on a accès à la Joconde, un coucher de soleil tropical, à des milliers de nuances de gris. On a tout ça qui peut être perçu. Et au niveau chiffre, on est parti de un type de récepteur avec 44 000 sons. Avec deux types de récepteurs cônes et bâtonnets, on passe entre 2 et 5 millions de couleurs. Le bond est énorme. D'accord? 1, 44 000, 2, entre 2 et 5 millions. Et quand on passe à l'olfaction, là, ça frise la démesure. Ça frise la démesure parce que des neurones olfactifs, on n'en a pas 1, 2, 10, 20, 100, 1, non, on en a 331. Donc, vous imaginez, on passe de 1 à 2, on passe de 44 000 à 2 à 5 millions. Et quand on passe à 331 neurones olfactifs, on atteint des chiffres qui n'ont été découverts que fin 2014. On a longtemps pensé qu'on pouvait reconnaître des milliers d'odeurs, et puis des millions d'odeurs, et puis des milliards d'odeurs. Et fin 2014, il y a une équipe de chercheurs qui a fait une manipulation vraiment élégante parce que ils ont pris 20 personnes et ils leur ont proposé des trios d'odeurs. Et ils leur faisaient repérer ce trio, puis après, ils changeaient une des 3 odeurs et ils demandaient s'ils voyaient une différence. Ensuite, ils changeaient un autre et puis ils le présentaient. Et par des études, bon, c'est des études statistiques de grand nombre, ils sont arrivés à mettre à jour que nous avons théoriquement la capacité de discriminer 1000 milliards d'odeurs différentes, ce qui est absolument colossal, mais qui est presque impalpable. À quoi ça peut servir? Pourquoi est-ce qu'on a une machine comme ça? À quoi cette machine peut servir? Est-ce que nous sommes faits pour rouler sur une piste de Formule 1 qui doit avoir une variation de 1 millimètre sur 10 mètres au maximum? Ou bien est-ce qu'on est fait pour aller dans une piste de brousse où on sera optimal pour aller n'importe où? Ça, on ne le savait pas. Mais c'est une réalité. Et on se retrouve donc avec un système des besoins internes qui dit au cerveau ce qu'il lui faut, un système sensoriel périphérique qui, dès qu'il a une information olfactive, va envoyer l'information au bulbe olfactif. D'abord, il va exciter certains neurones et ces neurones vont être, parce qu'il ne va pas y avoir un seul neurone qui va repérer que j'ai besoin de la vitamine C. Il va y en avoir plein. Il y a ceux qui vont repérer la vitamine C qui vient de l'orange, ceux qui vont repérer la vitamine C qui vient de la carotte ou de tel ou tel autre aliment. Et tous ces neurones qui s'occupent d'une famille de structures moléculaires proches, hein, non pas d'une odeur elle-même, mais d'une famille de structures moléculaires proches, va se retrouver dans le bulbe olfactif, regroupé dans un des dizaines de glomérules qui parsèment le bulbe olfactif. Donc, c'est pourquoi, si j'ai un besoin, je pourrais le trouver dans plein d'aliments différents, hein, en privilégiant celui qui en aura le plus. Puisque là, maintenant, on arrive au cœur du problème. J'ai un besoin qui est exprimé par mon cerveau
qui est relayé jusqu'au bulbe olfactif par les cellules glomérulaires et périglomérulaires. Et j'ai, dans mon bulbe olfactif, quand je trouve une réponse à ce besoin dans le bulbe olfactif, c'est là que se passe quelque chose d'extraordinaire, une combine qui a été mise en place par l'évolution, c'est le plaisir. Et le plaisir, il a une fonction. À partir du moment où je rencontre les aliments ou l'aliment qui correspond à un besoin qui est clairement exprimé par mon cerveau, le cerveau va envoyer un coefficient devant la perception de l'odeur. Et ça, c'est complètement prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que une odeur n'a pas de valeur absolue. Elle a la valeur absolue relative à ses besoins. Et quelque chose dont vous avez besoin, il y aura un coefficient multiplicateur qui se traduira en termes de plaisir. Le plaisir a une fonction biologique. Le plaisir, il a un sens. C'est-à-dire que quand je vais au plaisir, dans ce contexte-là, je vais vers une vérité. Et de même, puisque la survie d'un individu passe par celle de l'espèce, c'est-à-dire qu'il faut bien que les mécanismes mis en place par l'évolution permettent à l'individu de survivre, mais aussi à son espèce. Sinon, ça sert à rien. L'individu ne survit pas sans espèce. Dis-moi juste une petite précision, parce que si une personne ressent un énorme plaisir à la vue d'un énorme choux à la crème. J'ai presque terminé. Tu me coupes juste au moment où j'arrive. Donc, je disais qu'il y a ce coefficient multiplicateur devant l'aliment natif, toujours natif, l'aliment natif qui a subi aucune transformation. Ouais. Et je te parlais de l'individu et de l'espèce. Le plaisir, l'évolution n'a pas inventé un plaisir pour la survie de l'individu sur un plan alimentaire et un autre plaisir pour la reproduction, pour la survie de l'espèce, parce que c'est bien de ça qu'on parle. La survie de l'individu et la survie de l'espèce. Le plaisir alimentaire et le plaisir affectif, amoureux, reproductionnel, c'est la même chose. Et dans les deux cas, le plaisir fondamental a un sens. Il a un sens en face de lui. Si pour que ça marche, il faut qu'il y ait les bonnes données. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où, au lieu de mettre des aliments natifs, de soumettre des aliments natifs à mon système sensoriel, je vais mettre des aliments transformés par un cuisinier dont l'objectif est d'être aimé par tout le monde, quels que soient leurs besoins. Le plaisir sera au rendez-vous et c'est pour ça qu'il aura des étoiles, le chef, parce que il donnera un plaisir à tout le monde. Sauf que ce plaisir, il est totalement déconnecté de ses besoins. Il n'a pas d'arrêt sensoriel, puisque il est fabriqué, il est fait pour tromper les sens. Donc on se retrouve devant une situation totalement paradoxale, le plaisir pour le plaisir, qui n'a plus de sens, et l'épidémie d'obésité mondiale et tous les débordements que l'on rencontre. Si on veut aller plus loin dans l'analogie entre l'individu et l'espèce, on peut comprendre quelque chose de peut-être un petit peu violent pour certains, c'est que la cuisine est à l'alimentation, ce que la pornographie est à l'amour. Il y a, d'accord? Ouais. Ok. Le plaisir. Tu vas loin là. Oui. Non, c'est pas que je vais loin. Ça fait longtemps que je suis allé loin. C'est que maintenant j'ose le dire. C'est bien, bravo, super. Donc là, cette analogie permet de comprendre beaucoup de choses. On comprend que c'est le même plaisir. On voit la pornographie qui loupe son but. Il y a du plaisir, mais il n'y a pas la tendresse, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas tout ce qui va avec. Et dans l'alimentation, pareil. On accède au plaisir, mais on est hors fonction. On est dans le plaisir pour le plaisir. Je pourrais même aller déborder un petit peu en parlant de l'art pour l'art. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, je le garde pour ailleurs. Donc, alors bon, je reviens quand même à un autre sujet là. Le jeûne. Oui, revenons-y. Parce qu'en fait, dans ton article, ce que je trouvais super intéressant, c'est que tu dis, OK, le jeûne, il a quand même des vertus super intéressantes, mais seulement dans certains cas, en fait. Et que non, je vais plus loin. Il a vraiment un effet bénéfique, oui. Dans tous les cas. Maintenant, si il s'agit d'un organisme qui se nourrit de façon transformée, qui est vraiment en difficulté physiologique, l'organisme n'a pas l'habitude. On souffre de manger cuit. Tout notre organisme souffre. Donc forcément, dès qu'on arrête de manger, et là j'ouvre une petite parenthèse,
Parce que quand on veut donner une définition du jeûne, on dit en toute simplicité, ben, il s'agit d'arrêter de manger pendant une certaine période. Mais Mhm. c'est totalement incomplet comme définition. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que pour l'ensemble de l'humanité, manger égale manger cuit. Donc, Mhm. terminons la phrase. Jeûner, pour tout le monde, ça veut dire arrêter de manger cuit. D'accord? Mhm. Et Mhm. rien que ça, c'est un soulagement pour l'organisme phénoménal. Hein. Mhm. Ensuite, on peut aller plus loin. Au lieu d'arrêter de manger ce qui est mauvais, on peut aussi non pas rajouter à nouveau ce qui est mauvais, mais rajouter enfin ce qui est bon. Hein. Donc, on arrête le mauvais. Ça nous fait un pic de bonheur Mhm. physiologique et réel. Et en plus, on donne ce qu'il faut en respectant l'approche sensorielle. C'est-à-dire que là, on est dans le plaisir qui a une fonction. On est dans le vrai. On donne à l'organisme. Et quand on met les deux, c'est vraiment une bombe sur l'organisme. C'est pour ça que moi, j'ai explosé quand j'ai compris, enfin, pas que j'ai compris, mais quand je me suis mis à pratiquer l'alimentation du cueilleur avec ma sclérose en plaques perdue au Venezuela, à faire mes cartes toutes les 2 heures. Et j'ai pris dans la tête un truc absolument extraordinaire. Et c'est pas pour rien qu'il m'a fallu plusieurs années avant de théoriser, de comprendre tout ça. Et donc, quelqu'un qui jeûne, déjà, c'est quelqu'un qui arrête de manger cuit, transformé. Donc, qui arrête de faire du mal à son organisme. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si on parle de quelqu'un qui mange cru, c'est pas la même chose que si on parle de quelqu'un qui mange cuit. Hein. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai fait une courbe qui permet de voir les différences et de voir les conséquences. Mais ce qui m'a semblé, moi, très, très important, c'est que à partir du moment où quelqu'un qui mange cuit, donc quelqu'un qui a puisé les matières premières de tout son organisme dans des matériaux approximatifs, des matériaux alimentaires transformés, qui ne correspondent pas du tout à notre nature, eh bien, il aura construit quelque chose de bancal. Et toutes les fonctions, eh ben, elles sont un petit peu bancales. Mais comment le savoir dans la mesure où le monde entier est comme ça? Dans la mesure où toutes les études scientifiques sont faites à partir d'organismes qui mangent de façon paradoxale. On arrive à un référentiel qui est totalement erroné, qui est faux. Hein, mais c'est considéré comme la référence scientifiquement. C'est pour ça que dans le mémoire, vous trouverez plusieurs chapitres qui décrivent pourquoi il faut revoir des choses mais énorme, une quantité de choses phénoménales. Et quand un organisme qui mange cuit, jeune, il profite d'abord, la première phase de démarrage est un petit peu difficile, hein, le temps que l'organisme consomme les glucides qu'il y a dans le liquide circulant et puis qui passe en phase cétonique, c'est-à-dire qui va chercher ce qui est en réserve par le foie, dans les graisses, etc. Il y a une période un petit peu difficile et beaucoup plus difficile pour ceux qui mangent cuit que pour ceux qui mangent cru, parce que ceux qui mangent cru ont un beaucoup plus gros ménage à faire. Et en deuxième intention, quand la personne, elle sort de jeûne, c'est-à-dire qu'elle a vraiment fait du nettoyage, elle a pu éliminer parce qu'elle retrouve, l'organisme retrouve des forces. Donc, il en profite pour faire un grand ménage. Il élimine des tas de cellules qui étaient limite mal construites, qui galéraient. Et il fait un vrai ménage. Et il va ensuite se reconstruire. Mais ça veut dire qu'il va y avoir un taux de réplication cellulaire très, très important. Et on a vu, par la limite de Hayflick, dont j'ai parlé tout à l'heure, que ça entame la durée de vie des cellules, particulièrement si l'organisme ne fonctionne pas en ordre. C'est-à-dire que si, après un jeûne, si en sortie de jeûne, on va manger à nouveau une alimentation paradoxale, eh bien, on fait tout faux, hein, puisque on va pas avoir toutes nos capacités pour régénérer les télomères, et puis, non, en plus de ça, on va continuer à mettre des poubelles dans notre organisme et à ne pas arriver à les vider tous les jours. Hein. Et donc, les conséquences, elles sont claires. Et tous les témoignages le montrent. Quels sont les risques qu'il y a à jeûner? On les connaît. Ce sont des gens qui en sont morts parce qu'en sortie de jeûne, ils se sont fait des gueuletons de culinaires. Hein, mais il n'y a jamais eu de crus qui ont eu des problèmes de jeûne. Et puis il y a autre chose, il y a tous les témoignages, tous les gens qui mangent cru et qui disent ben non, depuis que je mange cru, j'ai plus vraiment envie ou besoin, ou alors beaucoup plus rarement de faire de Mm. jeûner. Tout à fait, Puis ouais. ça c'est une réalité quoi. Hein. Donc, Et en fait,
Pour Oui, résumer ce que tu dis, c'est que lorsqu'on fait des jeûnes, juste dans une perspective de nettoyer son organisme, mais qu'on ne change rien à sa vie, rien à son alimentation et qu'on repart dans le même train-train, non seulement ça sert à rien, mais à la limite même c'est néfaste pour le corps qui alors, va accentuer non, le Marie, non, vieillissement. Marie, Non, non, alors c'est pas non, ça. non, non, oui, c'est presque ça, c'est presque ça. Je dis pas que ça sert à rien, ça sert puisque ça nettoie l'organisme, Oui, d'accord? Donc ça fait vraiment du bien. Donc, oui. si on mange transformé, de faire des petits jeûnes régulièrement, ça permet de vivre beaucoup mieux. Donc, il faut pas le négliger, ça. Hein. Les gens qui mangent cuit, ils se font un petit jeûne de temps en temps, plus ou moins long. Il y a 36 000 façons de jeûner. On peut faire des jeûnes d'une journée, on peut manger une seule fois par jour, donc avoir un jeûne nocturne étendu. Il y a plein de façons de jeûner. Ça fait du bien à tous les gens qui mangent cuit. Mais ils entament leur capital qui, au final, sera potentiellement plus réduit que s'ils avaient une alimentation normale pour notre organisme. Donc il faut pas, je crache pas du tout sur le jeûne, je dis pas aux gens qui mangent plus c'est pas bien, non, non, c'est vachement bien. C'est vachement bien, mais il faut comprendre que ça a peut-être un coût physiologique qui sera qui n'apparaîtra qu'en fin de vie. C'est-à-dire qu'on Non, vivra mais tant de mois, tant d'années de moins. ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que c'est comme si, comment dire, on était dans une espèce de cercle vicieux parce que si tu reprends exactement le même type d'alimentation et le même type d'habitude, bah, Tu refais la même chose. tu refais la même chose et tu passes ta vie à faire, à faire des temps Voilà. de pause alimentaire pour nettoyer. Voilà. Mais si tu le fais pas, Marie, ta vie, tu vas la passer en bas tout le temps. Mais si tu le fais pas, tu la passes aussi en bas tout le temps, ok. Mais Hein, alors que si tu le fais, tu remontes, ouf, là tu souffles un peu, et puis comme tu refais la même chose, tu redescends, et puis après t'es pas bien, et puis tu remontes, etc. Donc ça fait un cycle comme ça, tu vois, qu'on voit bien dans la courbe que j'ai fait dans l'article. Donc, d'accord. hein, Mais toi, ce que tu dis, c'est que ça quand même, c'est que ça génère quand même un vieillissement. voilà, potentiellement il y a un coût physiologique qui peut se reporter en fin de vie. Voilà. Alors après, il y a ensuite il y a deux situations à considérer. Il y a la phase de sortie de jeûne. Hein. Si on mangeait cuit, on fait son jeûne X jours, et puis en sortie de jeûne, il y a deux solutions. Soit on remange cuit, c'est le cas qu'on vient de voir. Soit on se met à manger cru, plus ou moins sensoriel. Plus ça sera sensoriel et plus ça sera top. Mais en faisant ça, on fait quelque chose d'extrêmement important, c'est que ce que nous allons reconstruire à ce moment-là, et nous allons reconstruire puisque nous avons nettoyé. Hein, nous avons éliminé beaucoup de choses. Nous allons le reconstruire avec des vrais matériaux, des vrais bons matériaux, hein, qui vont amener une fonctionnalité accrue de tout notre organisme. Donc, même si en sortie de jeûne, on ne fait que 3 semaines de cru et qu'après on y revient, eh bien, on aura gagné énormément par rapport à celui qui se contente de faire un jeûne et puis qui me remange cuit tout de suite. Donc, premier stade, il y a celui qui fait des jeûnes, celui qui mange cuit tout le temps et qui fait des jeûnes, qui est une pommade, hein, qui soigne rien, hein, qui fait des jeûnes qui lui permet de supporter cette vie dans ce contexte, dans ces conditions-là. Le deuxième cas, il y a celui qui se fait 3 semaines, un mois de cru et qui se reconstruit balèze. Alors lui, il va rester en haut bien plus longtemps, hein, mais il finira par descendre. Et puis il y a celui qui passe au cru et puis qui ne fait qu'y rester et améliorer, comprendre les différents comportements alimentaires, leurs avantages, leurs inconvénients, parce qu'il ne s'agit pas non plus de considérer qu'il y a une vérité absolue pour manger cru. Il y a un idéal théorique qui est celui du comportement du cueilleur, mais il n'est pas la vérité absolue parce qu'on n'est pas dans un environnement où on peut le pratiquer à 100% sans se renier, sans renier son histoire. D'où mon approche que je développe dans le plan cru, qui est un tout autre sujet dont nous parlerons peut-être. Ok, super. J'ai des questions. En tous les cas, il y a une première question de Mega Chao qui demande comment guérir une maladie auto-immune? Faut-il privilégier certains aliments pour réparer les barrières de protection? Donc là, on sort du jeûne pour revenir à ce que tu disais précédemment. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que on change de monde, on change d'univers.
hein. Et donc, on n'a aucune donnée. C'est comme si, de but en blanc, je n'ai jamais fait de mathématiques, et puis on me demande, ben, parlez-moi de l'intégrale. Non, c'est pas vrai. Il faut d'abord aller voir le plus, le moins. Il y a tout un tas d'opérations. Le manger cru et en intégrant la dimension sensorielle, ça nécessite, ça nous impose d'accéder à une connaissance. Et ça ne peut passer que par la connaissance. Ça veut dire que il faut apprendre qu'il y a différentes façons de manger cru, que en fonction de nos difficultés, si j'ai une maladie auto-immune, ben, il faut que je fasse ça vite. Il faut que je comprenne les différentes façons. Il faut que je vois quels avantages, quels inconvénients elles ont chacune. Et puis que je comprenne que si moi, je veux régler mon problème, je ne pourrais pas être aussi souple que si j'ai manifestement aucun problème. C'est-à-dire que dans les différents niveaux, moi, avec une pathologie, il faudra que j'aille au maximum vers le comportement alimentaire du cueilleur. Le collecteur, que je puisse faire accessoirement de l'hypotoxique, voire un peu de crusine. De toute façon, le premier niveau qui consiste à arrêter les céréales à gluten et les produits laitiers. Mais vous voyez, ces 4 paliers-là, céréales à gluten, produits laitiers, puis hypotoxiques de Signalé, puis les jus de Thierry Casasnovas, et puis ensuite la cuisine de Marie-Sophie L, et puis ensuite le comportement alimentaire du collecteur, et puis ensuite le cueilleur. L'idéal physiologique, c'est le cueilleur. Mais c'est pas du tout un idéal dans notre contexte environnemental. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que le cru, c'est un chemin. Vous y rentrez et il faut apprendre. Il faut apprendre parce que on est dans un contexte hors norme par rapport à notre nature. Donc à cette personne, je dis, euh, il faut apprendre, il faut apprendre. Il y a il y a des moyens de réguler, de contrôler, de casser la Alors, dynamique des maladies auto-immunes, mais ça passe par la connaissance, par le savoir. Ce n'est pas en écoutant une recette magique. Voilà. oui, mais quand tu dis ça, ça veut dire qu'il faut aller dans l'expérience et apprendre par l'expérience aussi? Il faut d'abord apprendre intellectuellement, c'est-à-dire il faut aller. Bon, moi j'ai tout mis sur mon site, tout ce qu'il faut à tous les niveaux, y compris dans le plan cru. C'est aussi la formation de coach en transition alimentaire que je suis en train de mettre en place, qui permet d'accompagner les personnes pour acquérir cette connaissance, mais l'acquérir dans le respect de son histoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire à une personne la vérité pour toi, pour te sauver, c'est d'être le cueilleur. Mais si tu veux être cueilleur, tu vas te sortir du monde, tu vas être tout seul, tu vas perdre tous tes amis, tu vas plus rien faire, plus rien vivre. Ça, c'est une erreur énorme. Donc, c'est une approche dure, intégriste des choses. Et moi, je suis à l'opposé de ça. Je suis du côté de la compréhension. Ouais. Moi, j'aurais envie de mettre un bémol pour moi, c'est-à-dire quand tu parles d'apprentissage, moi je parlerais plutôt de rééducation. Alors, je dis pas rééducation, et c'est pour ça que mon premier stage, j'ai pas appelé ça initialisation, j'ai pas appelé ça initiation, j'ai Mm. appelé initialisation. Alors, Mm. ce n'est pas une rééducation parce que tu n'as jamais été éduqué au sensoriel. Le sensoriel, il s'apprend quand on est en bas âge, quand on est au Ah oui, sein de sa maman, non, mais quand, je suis d'accord, sauf que la ouais. rééducation, c'est dans l'approche alimentaire d'une façon globale. Oui, C'est-à-dire que alors, c'est attends. changer notre vision. D'accord, d'accord. Alors, il y a il y a une initialisation sensorielle, Oui, tout il à y a fait. vraiment une rééducation qui l'accompagne. Mais cette rééducation, elle est plus une déséducation. Le plus dur, c'est de désapprendre tout ce qu'on a appris et qu'on a appris sur des dizaines d'années avec l'ensemble de la société qui venait le cautionner. Donc, cette rééducation passe par un désapprentissage pour arriver à laisser la place à la dimension sensorielle. Et c'est cette Mm. dimension sensorielle qui est importante et qui doit doubler la compréhension intellectuelle, théorique. On peut croire avec sa tête, mais c'est avec son corps qu'on peut savoir. Oui, c'est pour ça que je te parle d'apprentissage par le corps, par l'expérience. Parce que Exactement. quand je vois moi, mon expérience, moi, j'y suis allée complètement parce que, bon, on en parlait juste avant l'émission. J'ai quand même fait une expérience de 2 ans de nourriture pranique, avant laquelle j'étais déjà dans une approche crue, jus, enfin, parce que je pouvais plus rien manger. Là, j'ai repris la nourriture depuis quelques mois, mais je vais de façon sensorielle, instinctive, vers plutôt les fruits. Euh, et moi, je suis vraiment dans l'expérience. Alors, c'est vrai, quand je rencontre des gens comme toi qui
ont fait un chemin de compréhension intellectuelle et qui viennent mettre des mots sur ce que moi je vis, sur ce que moi je ressens, je trouve ça très intéressant. Mais je n'ai pas été dans la démarche, je vais comprendre et je fais après. J'ai D'accord. fait et après je comprends ou on me conforte, on me confirme. Marie, je te signale que j'ai fait la même chose. Que moi, Oui, le cueilleur, j'avais rien compris. J'ai eu oui, un coup de bol extraordinaire dans ma vie avec cet accident de vie qui a fait que je me suis retrouvé dans un contexte absolument extraordinaire. Mais même chose. Mais ce qui me semble aussi important à souligner, c'est que avec tout le parcours que j'ai eu, j'ai pu arriver à une vraie synthèse de ces questions-là. Et il me semble très important, quand on a compris les 4 niveaux de comportement alimentaire, je parle du premier niveau, c'est-à-dire on supprime les céréales à gluten et les produits laitiers. Deuxième niveau, hypotoxique, signalé. Là, on n'a plus que des cuissons à 40 degrés et on a beaucoup plus de cru. Le troisième niveau, c'est la cuisine de Marie-Sophie, entre autres. Et le quatrième niveau, c'est le sensoriel avec le collecteur et le culinaire. Quand on a compris qu'il y avait une échelle, que ces modes alimentaires, ils se classent sur une échelle de mieux et de moins bien. Quand on a compris ça, on comprend aussi que si je passe de l'alimentation classique, même pas sans gluten et sans lait, hein, vraiment classique, culinaire, et que je vais à l'alimentation du cueilleur, j'ai un fossé énorme et à la fois un différentiel colossal sur un plan physiologique, physique, mais aussi psychologique et psychique. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis en place le plan cru, que tout le monde peut aller voir sur mon site Alimentation Sensorielle. On commence par le premier palier. On arrête les céréales à gluten et les produits laitiers et on le teste sur son organisme. On le teste dans sa tête en essayant de trouver comment remplacer les produits laitiers avec les addictions. On le fait tranquillement. On fait ça une semaine, 10 jours. Et quand on se sent OK avec ça, on passe au deuxième. On va s'intéresser à l'hypotoxique. On s'intéresse au jus de légumes qui apportent des doses de micronutriments massives qui sont extrêmement bienvenues quand on vient du culinaire. Et ça, on le fait une semaine, 10 jours, pareil. On met son organisme, on met sa tête en conformité, mais palier par palier, pour pas exploser. Hein. Ensuite, on passe à la cuisine qui nous permet d'avoir des invités et de leur offrir des aliments qui viennent pas les dépayser et qui sont extrêmement bons, fabuleux. On arrive à faire des choses merveilleuses dans la cuisine, même si c'est approximatif. Si tant est aussi qu'on ait la clé sensorielle, parce que un jus de légumes, on peut le faire en aveugle, on peut le faire aussi en testant sensoriellement avant. Hein, et on peut éviter de camoufler des trucs qui sont pas bons sensoriellement avec des trucs qui sont bons. Et dans la cuisine, pareil. Quand on fait une salade, soit on met tous les ingrédients, on met de la sauce, on mélange tout, et on va manger une moyenne de tout, y compris des choses dont on n'a pas besoin. Vous voyez, tu vois. Et donc, au fur et à mesure de cette progression, on passe des caps et notre organisme, il franchit un palier hein, avec les céréales gluten et les produits laitiers, un deuxième avec l'hypotoxique, un troisième avec la cuisine et un quatrième avec le sensoriel et le cinquième avec le sensoriel aussi qui est le cueilleur. Et ça, il faut le faire sur un certain temps. Donc, il faut être accompagné. Et là, je m'emploie maintenant à former des gens, des coachs en transition alimentaire qui pourront suivre des gens qui veulent passer au cru, mais sans se perdre dans des voies de garage, sans tout casser, sans foutre tout en l'air. Et ça doit se faire non pas brutalement, mais sur 1 mois, 2 mois, par exemple. On t'accompagne. Ouais. Donc, il y a Christelle qui pose une question très intéressante. Et le régime groupe sanguin, c'est faux. Alors, Je suis du groupe O et il m'est conseillé de manger surtout de la viande. Donc, je oui. suis perdue. Alors, c'est marrant. Merci Christelle pour cette question. Ouais. Alors, j'en ai parlé ça dans le précédent article sur la révélation sur la viande. C'est un tout autre sujet là. Hein. Mais il s'avère que donc, je suis obligé donc de résumer un petit peu l'article, hein, parce que j'ai écrit cet article sur la viande en réponse à un mouvement qui s'appelle le mouvement vegan, qui est un mouvement qui prend de l'ampleur, qui est important, et qui, exactement pour l'article sur les révélations sur la viande, qui à un moment m'a fait tilt, il y a eu une étincelle qui s'est passée, j'ai mis en face des choses et j'ai vu qu'il y avait quelque chose à voir.
Et le problème, c'est que je suis tout à fait d'accord avec la condition animale. C'est une horreur la façon dont les animaux sont traités. Maintenant, il s'avère que j'ai été amené euh, à soumettre des individus qui avaient choisi de ne plus manger de viande avec leur tête pour des raisons morales, et qui n'en mangeaient pas depuis plusieurs mois ou plusieurs années et qui ne s'en sentaient pas bien. Et ces gens-là, je les ai soumis à une évaluation sensorielle classique que je fais dans dans mon stage d'initialisation sensorielle. Ça veut dire que un bandeau sur les yeux, on ne sait pas du tout ce qu'on va sentir et on observe ce qui se passe dans l'organisme. Et il s'est avéré que un certain nombre de personnes véganes ont réagi de façon extrêmement puissante avec un flot de salive dégoulinant qui venait signer vraiment un manque profond et vital, vraiment quelque chose d'énorme de besoin de l'organisme. Et à partir du moment où cette personne-là, j'enlève le bandeau, qu'elle voit la viande, qu'elle fait le lien entre les deux, elle peut pas faire autrement. Là, c'est plus une question, c'est une question de vie, de survie. C'est une question de, oui, alors c'est du sacrifice. Oui, une personne sacrifie sa vie pour un mouvement. Mais la question, c'est que pour être utile, il faut être vivant. Hein, c'est pas ça. Voilà. Quand on est KO, on peut plus défendre rien du tout. Hein, donc certaines personnes, alors, mais pas tout le monde. Hein, il y a des gens qui se sortent très bien de viande. Et il y a des catégories de gens, même au sein d'une même famille. Dans ma famille, j'ai une fille qui mangeait très très peu de viande et elle était en état formidable. Et puis j'ai un fils qui mangeait beaucoup plus de viande. Et ça, je pense. Alors du coup, j'ai fait le lien. C'est pas une preuve du tout, mais j'ai fait le lien avec les fameux groupes sanguins de Adamo, qui a reconnu certains groupes sanguins, qui a reconnu une attirance, certains pour les viandes et certains sans viande. Et pour moi, j'ai fait le lien avec notre histoire passée, avec des peuples comme quand nous sommes arrivés il y a 45 000 ans en Europe, où il y avait, c'était en période glaciaire et il y avait quasiment pas de fruits et légumes, ou alors dans des saisons très concentrées, et qu'on a survécu, n'ont pu survivre que ceux qui ont pu se nourrir de viande, vraiment, mais à haute dose. Ben, ceux-là, ils ont quelque chose sur un plan de l'évolution qui est différent de personnes qui se sont retrouvées en Inde où il y avait quasiment pas de viande, où la culture, etc. Je pense, c'est pas une preuve, hein, et personne n'a montré quoi que ce soit, mais il s'avère que, eh bien, à mon avis, le groupe O, il est descendant de peuples chasseurs qui ont dans leur lignée, qui ont des antécédents de cet ordre-là. Mais ça, on peut pas le savoir. Si, ça c'est vraiment important ce que je veux dire maintenant, si vous décidez de ne pas manger un aliment, vous ne serez jamais informé qu'il vous manque et dans quelle proportion il vous manque. Hein. Dans l'alimentation sensorielle, on teste régulièrement tout. Donc, on constate qu'on n'en a pas besoin, donc on n'en consomme pas. Et puis, 15 jours après, on reteste et on constate que non, ben, donc on ne le fait pas. Mais si on ne le reteste pas, on peut jamais savoir qu'on en manque. Et le moment où, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand l'organisme il est complètement rapaplat, eh bien, on le teste et que la personne, son visage, ce qui est étonnant, c'est la traduction physique. Quand je vois le visage des personnes de cette situation-là, dont le visage s'illumine, et puis qui testent bien sûr la viande, et puis qui en mangent et qui en consomment pendant un certain temps à des doses qui viennent rattraper du retard. Et d'autres pas du tout. D'autres qui sont vraiment dans le juste en ne mangeant pas de viande. Hein, ils sont dégoûtés, ils n'ont pas le truc, mais personne ne peut le savoir a priori. Et c'est pour ça que dans cet article sur la révélation sur la viande, j'ai précisé la procédure pour que chacun puisse faire ce test en suivant exactement la procédure pour savoir si moi je peux, sans mettre mes capacités en jeu, rentrer dans cette histoire ou pas. Mais donc voilà. Ça rejoint ce qu'on disait précédemment, juste avant l'émission, où c'est le dogme qui tue, c'est le dogme qui va favoriser les carences, etc. C'est-à-dire que si, mais ça c'est vrai pour tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets en action dans ma vie quelque chose qui est fondé sur la lutte, sur le combat, sur de la colère, sur de la peur, sur des je dois, il faut parce que un tel et un tel m'a dit, enfin, etc.
je dirais, défendre une idée, un dogme, c'est évident, on n'est pas dans l'amour. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent avec nous. Et ça a toutes les chances de générer des carences, des manques, etc. Et j'ai envie de donner mon exemple personnel parce que je suis du groupe O. Effectivement, j'ai adoré la viande. Je mangeais la viande crue, le poisson, la viande crue, j'adorais ça. Au fur et à mesure dans ma vie, j'ai vu ce besoin diminuer. Et il y a 8-9 ans de ça, j'ai vécu une véritable aversion pour la viande, mais au point de ne plus pouvoir la toucher. Mais c'est arrivé du jour au lendemain. Et j'ai été très, très étonnée de ça. Et il y a 3-4 ans en arrière, j'avais rencontré une femme médecin qui m'avait dit « Oh, groupe O, mais normalement, c'est viande, 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 attention, les carences, machin et tout ça. » C'était une femme en médecine quantique. Et en fait, elle m'a testé, elle a regardé, elle fait « Ah oui, effectivement, pour vous, c'est tout à fait juste. » Et en fait, je ne mange pas de viande parce que alors, ça m'arrive parfois de remanger du poisson cru. J'aime bien le poisson cru ou fumé comme ça. Mais la viande, ça ne m'attire pas. Je suis pas attirée. Et puis, voire même la viande rouge, ça me. Il y a quelque chose qui me. Alors que je la mangeais crue, quoi. Une fondue bourguignonne, elle passait pas dans l'huile. Je la mangeais comme ça. Attention, Marie, quand même, hein, parce que le poisson fumé, c'est déjà une tromperie. Hein, donc c'est pas du jeu. Le Mais poisson je ne cru mange, moi je mange avec des du fruits de citron. toute façon, tu sais. Oui, C'est du poisson en forme de fruits que je mange. d'accord, non, mais c'est pas ça, c'est pas ça que je veux souligner. Ouais. Le poisson cru avec du citron, pareil, c'est pas. Pourquoi c'est pas ok? C'est pas ok parce que le sensoriel ne peut pas y voir. Moi, ce que j'aimerais beaucoup chez toi que tu fasses, c'est que avec un bandeau sur les yeux, avec un copain, une amie à côté de toi, qui te dit pas ce qu'elle va te faire sentir, qu'elle te mette un bandeau sur les yeux pour justement couper ce cerveau cartésien et pour aller au direct. Je veux bien complètement, mais le seul qui sait, c'est le sensoriel. Et que tu testes, que tu testes. C'est ça, Ah non, mais j'aspirerais. attends, veux dire, si je suis amenée à manger du poisson, c'est parce qu'à un moment donné, je ressens l'élan, le besoin de manger du poisson. Mais je parle d'autre chose, Marie. Bah, Je veux pour moi, dépasser. Je veux c'est ça. dépasser cette notion. Là, j'insiste très, très Oui, fortement. mais c'est quoi? Moi, je Je suis dans le parle. sensoriel. Pour moi, je suis vraiment dans le Non, sens. non, Ah bon, c'est ah pas bon. de ce sensoriel-là dont il est question. C'est pas Ah un bon. ressenti, c'est pas une envie d'eux, c'est pas ça du tout. Le Ouais. sensoriel, c'est une réaction chimique qui se passe, c'est physiologique, c'est quelque chose qui se passe au niveau de ton neurone olfactif, qui va capter une molécule, qui va l'envoyer au bulbe, qui va discuter avec le système des besoins internes. C'est pas du tout le sens donc que toi tu lui donnes. C'est tout à fait autre chose qui te dépasse, qui est au-delà de moi, de toi et de tout le monde. C'est le seul vrai médecin. Si tu as vu dans l'article sur Révélation, sur le jeûne, tu as vu Joe Laplume, il m'a fait 2 dessins magnifiques avec à gauche, tu as quelqu'un qui est en train de manger cru, et puis qui dans la tête, on voit par transparence, on voit qu'il a un chef d'orchestre. C'est de lui dont je te parle. Dans sa tête, par transparence, on voit le chef d'orchestre. Le dessin d'à côté, c'est quelqu'un qui sort de jeûne et qui mange cuit, et lui, il a 3 médecins autour avec le stéthoscope, il est en train de prendre un bouillon, et lui, ben, il lui faut plein de médecins pour remplacer le chef d'orchestre. Tu vois, ce dont tu me parles, ce n'est pas ça le sensoriel. C'est ce dont tu me parles, c'est ce que toi, tu as très intelligemment, avec les années et avec l'approche que tu as eue, qui est très très juste, qui t'a permis de te rapprocher le plus possible. Mais la vraie vérité, elle est vraiment dans l'abandon de ce cerveau cartésien et redonner la main au sensoriel, le vrai sensoriel. Ouais. Enfin, ce que je Tu veux vois? dire, mon seul propos, c'était de dire que j'avais vécu une aversion forte pour la viande et le poisson à un moment donné de ma vie, que cette aversion, elle s'est un petit peu amoindrie, puisque ça m'arrive ponctuellement d'avoir des envies de poisson, ou potentiellement même de crustacés. C'est plutôt ça qui va m'attirer, je dirais. Voilà, c'était juste ça, et que c'était par rapport à cette histoire de groupe sanguin, et que Et moi, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas cette envie-là qui est la clé de la solution. Pour toi, oui, mais la clé de la solution, c'est se bander les yeux, ne pas écouter une envie d'eux que toi, tu contrôles bien, hein, parce que tu as fait le travail qu'il fallait. Mais il y a quelqu'un de plus grand et de plus fort que toi, en toi. C'est avec un bandeau sur les yeux, pas dans l'optique que je vais le manger ou pas,
pas du tout un état affirmatif, tu vois, mais un état interrogatif où tu laisses ton système sensoriel dialoguer avec ton système des besoins internes. C'est juste ça que je voulais rajouter. D'accord. Alors, parce qu'il y a des. Alors, donc, il y en a qui parlent de prana. Je viens il y en a qui se font des conversations entre eux, donc, s'il vous plaît. Ça me fout le bordel, ça me fout le bordel là. Donc, en fait, Marie, le ressenti dont tu parles est encore au-dessus de l'approche sensorielle olfactive. Non, apparemment, il est en dessous. Alors, attends, non, là, je vais rectifier, là. Je vais rectifier. Mais c'est assez pointu, c'est assez complexe. Moi, je mange cru depuis 30 ans. Ouais. C'est-à-dire que en 30 ans, je suis passé des milliers de fois dans des situations particulières où j'avais un besoin identifié par mon cerveau, un besoin interne qui est identifié, et j'ai des milliers de fois apporté la réponse adéquate. D'accord? Donc j'ai un entraînement énorme. Pendant 30 ans, j'ai fait ça. Mm. Donc moi, aujourd'hui, je peux quasiment savoir, sans passer par mon cerveau, en fonction de mon état, que là, je vais, j'ai tout intérêt à me diriger vers telle famille ou telle famille. Après, je vérifie très souvent, tu vois. Euh, Toi, c'est un petit peu différent. Ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est pas par l'entraînement, c'est par le travail et la connaissance. Tu vois. Toi, tu as essayé plein de trucs. Donc, euh, toi, tu as à gagner. Avec le sensoriel, tu as à y gagner. En fait, si tu veux, moi, mon expérience pranique, je suis quand même restée 2 ans sans manger. Hein. Donc, Oui, mais oui, mais tout à fait. Mais c'est une expérience. Sans manger, n'apprends pas à manger. C'est-à-dire, n'apprends pas à établir des liens véritables entre un état physiologique et une ressource alimentaire donnée. mais si, Hein, au contraire, moi, ça m'a fait vivre des expériences sensorielles absolument fabuleuses. pranique, oui, Et j'ai eu la sensation de me réconcilier complètement. Non, parce que je ne mangeais pas, mais j'ai passé ma vie à cuisiner. Hein. oui, Pour les autres, parce que j'ai toujours adoré nourrir les autres. Et c'est toujours ce que je fais d'ailleurs à travers mes émissions. Mais non, non, moi j'ai l'impression d'avoir vécu une profonde réconciliation avec la nourriture, au contraire. j'ai jamais dit le contraire. Hein. Tu as tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que cette. Enfin, je passe spécialement les mots pour expliquer ça, mais Tu as acquis énormément de choses. j'ai l'impression d'avoir fait ce voyage intérieur et d'aller rencontrer l'émotionnel, parce que l'alimentation, la nourriture, elle est totalement émotionnelle. C'est pour ça qu'il n'y a de vérité que pour soi-même, et que ce qui va être bien pour l'un, c'est-à-dire le fait de manger de la viande, ou pour l'autre, le fait de ne pas en manger, c'est aussi relié à l'histoire familiale, à l'histoire Bien sûr. personnelle, enfin, c'est très intime quelque part. Hein. La nourriture, elle est en même temps sociale parce qu'elle correspond à des codes sociaux, euh, et en même temps, elle est très intime. Donc, La clé sensorielle est une clé extraordinaire. Et j'aimerais que tu l'attrapes, quoi. Que tu la mettes en plus. C'est énorme, la clé sensorielle. C'est énorme. C'est toi, c'est le chef le chef d'orchestre qui vit dans ton cerveau. C'est ton médecin intime, la clé sensorielle. C'est lui. Voilà. Et tu l'as. Il est en toi. Il est en chacun de nous. Il faut bah, juste moi, le réhabiliter. j'ai le sentiment, dans tout ce que tu racontes, j'ai le sentiment que c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que La prochaine fois, tu viendras en stage, mais tu passeras, Marie, je ouais, ferai passer sous ton nez avec un bandeau sur les yeux, je ferai passer 80 aliments venant du monde entier et je dresserai une carte d'identité sensorielle de toi à l'instant T. Là, tu seras sur du solide, du concret. Et cette carte d'identité sensorielle, avec laquelle chacun de mes stagiaires repart, constitue un point de départ pour une nouvelle vie en conscience, mais en conscience intime, sensoriellement. alors, est-ce que cette carte d'identité sensorielle, elle est ponctuelle? C'est-à-dire qu'elle Oui, est absolument. contextuelle, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut refaire alors? Allez, il faut la Elle refaire change. constamment. Ouais. Et je donne la technique qui permet de la faire évoluer
comment la faire. Parce qu'il ne s'agit pas, pour manger cru, d'avoir 80 aliments en permanence à la maison. Non, il faut avoir 5 légumes, 4 ou 5 légumes, 4 ou 5 fruits, etc. Et il faut apprendre à suivre leur évolution. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'amour, la relation entre un individu, entre un aliment et un organisme, c'est comme une relation amoureuse. C'est-à-dire que ça naît à un moment donné. À un moment donné, il se passe quelque chose parce que l'un a besoin de l'autre et l'autre peut apporter à l'un. Ça, c'est le début. C'est là qu'on salive quand on mange. C'est là que ça va être super bon à manger. Et puis, on se régale pendant quelques jours. Et puis, à un moment, ça baisse. On a envie d'en manger moins. Et puis, ensuite, ça s'en va tout doucement. Et puis, ça devient même mauvais. Alors là, on arrête. Mais quand on a compris que ça marchait comme ça, avant que ça disparaisse, eh bien, on va rechercher 3 ou 4 nouveautés qu'on va acheter en petite quantité pour les tester sensoriellement et pour repérer quels vont être les remplaçants du bonheur et du plaisir. Hein, parce que le but du jeu, c'est d'être tout le temps dans le plaisir maximal, mais dans le plaisir qui a une fonction cette fois. Donc, il faut absolument passer en revue tout au long de l'année sa plage alimentaire et la faire tourner et la faire tourner. Mais tu vois, par exemple, moi qui voyage beaucoup, tu vois, je suis restée quelques temps en Canaries, après en Inde, après la Palerme, là je reviens. Je sens qu'à chaque fois que je bouge d'endroit, il y a comme une transition où il y a une semaine où je suis complètement paumée au niveau alimentation. C'est-à-dire que comme si mon corps il était dans une machine à laver et que le temps d'arriver et enfin je sais pas parce qu'en fait je sens que mon corps il est appelé par les aliments du terroir, je veux dire, hein, les choses qui sont et mais je sens qu'à chaque fois, il y a une phase de transition où, tu vois, là, je viens de retourner en France et là, ça fait 2 jours que je suis là et je suis complètement, je sais plus quoi manger en fait. Et elle dure combien de temps cette phase? Bah, je te dis une semaine, pas plus. Au bout d'une semaine, pouf, j'ai repris un truc et de nouveau, je sens que j'ai mes sens qui sont et qui vont être tac, ça, c'est ça que j'ai envie, c'est ça que je. Alors tu regarderas dans les loges ou dans le mémoire, j'en parle de ça. C'est vraiment intéressant parce que des neurones olfactifs, on en produit en permanence. Hein. Mais ces neurones olfactifs, ils pourront être efficaces qu'à partir du moment. Alors ils naissent dans l'épithélium olfactif. Hein. Ils naissent dans l'épithélium olfactif. Ils envoient un axone. Hein, ça va être le câble qui va relier le neurorécepteur au bulbe olfactif. Il envoie à travers l'os criblé, qui est juste à la base du crâne, à ce niveau-là, et il va rejoindre non pas n'importe quel glomérule, mais le glomérule qui regroupe les familles de structures moléculaires proches. Et tant qu'il n'est pas arrivé là, il ne servira à rien. Et les chercheurs ont démontré que pour atteindre le bon glomérule, il était important qu'il y ait l'odeur concrète, matérielle qui existe dans l'environnement. C'est-à-dire que si tu es dans un pays tropical et que tu as des mangues, eh bien, les neurones qui vont s'occuper de l'odeur de la mangue vont être extrêmement facilités, ils vont aller à toute vitesse, ils vont aller dans leur bon glomérule tout de suite. S'il n'y a aucune mangue, il va mourir et il va partir, et il va disparaître. Donc, on comprend bien l'intérêt qu'il y a par rapport aux saisons. Quand tu changes de saison, il faut que ton répertoire de neurones olfactifs, il s'adapte, et donc il y a une période d'adaptation. Ouais, Hein. c'est ça, mais c'est vraiment ça qui se passe. Hein. Je sens que c'est Et vraiment ça qui se passe. Ouais. on comprend aussi pourquoi quand on vit en ville et que on a surtout les neurones des gaz d'échappement qui arrivent dans les glomérules, etc., et qu'on n'a rien de frais, de cru, sur le plan alimentaire, que le jour où on va passer 15 jours à la montagne, eh bien, il y a un réveil énorme. Pourquoi? Parce que les neurones olfactifs, ils ont trouvé un immense bol d'air et ils ont été à toute berzingue rejoindre le bulbe olfactif et préparer la saison. Voilà. Puis quand on revient de 15 jours, un mois à la montagne, ben effectivement, on est transformé sensoriellement. Écoute, super, super intéressant. Bon, écoute, on arrive à la fin de l'émission là. Est-ce que tu Oui. as quelques infos à donner sur tes actualités? Oh, j'en ai plein.
je referai bien, il y a quelque chose dont je parlerai bien, c'est mon article sur la régression psychique de l'humanité. Eh ben, Ça, écoute, je t'invite à le lire et j'aimerais beaucoup en faire une émission. ah bah, volontiers, très volontiers. Au mois de juillet alors, parce que pour l'instant, tu es surbooké, hein. Ah ouais, ouais, là, jusqu'à fin juin, c'est râpé, hein. Et puis, ben, vous parlez un petit peu de ce que je fais. Ben, je continue ma route, hein. J'enseigne donc le coaching. C'est une grande aventure, c'est le plan cru. Mm. Je mets en place une Tout formation. à l'heure, tu parlais de pornographie, maintenant tu parles du plan cru. Ah, non, mais le plan cru, c'est bien quand même, hein. Je suis C'est pas le content de ça, plan hein. cul, hein, on parle du plan Non, cul, le non, plan non, non, cru. non, non, mais c'est un clin d'œil. C'est pas très loin tout ça, tu sais. Bah oui, 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 bien C'est pas sûr. très loin tout ça, Bah hein. oui, ouais, ouais, Mais on peut pas l'effleurer. Il ouais. faut, il faut le comprendre profondément. Il faut vraiment aller à l'information, quoi, hein. Ok, super. En tous les cas, tes coordonnées, ton site, c'est sous la vidéo, donc on peut aller visiter ton site qui est à jour avec avec à boire et à manger, je dirais dedans, hein, parce Tu peux qu'il le y a dire. l'article, il y a tout ce que tu fais. Enfin Des voilà. vidéos, il y a la chaîne YouTube, il y a tout ce qu'il faut maintenant. Voilà, ok. Bon, bah écoute, on se reprogramme une émission avec très très grand plaisir. Tout ça, c'est très très passionnant. Et puis, un petit mot pour la fin. Bon appétit. Eh ben, écoute, merci. Moi, j'avais des petites infos à donner. Bah, déjà pour ceux bah, qui sont en direct avec moi avec nous aujourd'hui, ben, donc demain, mercredi 30 mai à 20 heures, il y a un atelier avec Alain Scoy sur la symbolique des maladies, hein, la cause profonde des maladies. Donc pour vous inscrire, c'est un atelier sur inscription. Donc vous allez sur mon site lecoeurconscient.fr dans la rubrique actualité. Donc, il y a de la place, vous pouvez vous inscrire. Et puis, ce que j'avais aussi envie de vous partager, c'est que depuis le début de l'année, eh bien, j'ai créé ma propre chaîne télé, hein, Mariem Web TV, Vivre en amour avec la vie. Et ben, c'est super. Si vous avez envie de me suivre et d'avoir accès aussi à d'autres vidéos que vous ne trouvez pas sur le grand changement, je vous invite vraiment à aller vous abonner à cette chaîne parce que, et je vais être sincère avec vous, je ne vais pas rester éternellement sur le grand changement. Donc, le lien de ma web TV, elle est sous la vidéo également. Et puis, vous avez aussi la possibilité de laisser vos coordonnées mail pour recevoir mes informations. Vous allez sur mon site et vous laissez vos mails en bas de page en n'oubliant pas de mettre ce mail dans votre boîte, c'est-à-dire que pour pas que ça parte dans les spams, c'est bien de pouvoir l'enregistrer. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Moi aussi, je vais vous dire très bon appétit et à très bientôt. Au revoir Dominique, à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir Marie, au revoir tout le monde.